Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Moto TV, c'est votre émission Les Baobas, les nouveaux numéros qui accueillent pour vous aujourd'hui l'excellence Katungu Furaha, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, restez scotchés et on vous présente spécialement dans cette émission qui est Katungu Furaha Catherine, où est-ce qu'elle est née, où est-ce qu'elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a déjà fait jusqu'ici. Merci d'être des nôtres pour cette émission. On vous accueille directement dans cette émission. Bonjour, Excellence Katungu Furaha. Bonjour, Madame la journaliste et la très célèbre que je connaisse. Oui, merci, Madame. Je peux prendre ça comme un compliment. Ouais. Vous êtes la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine et nous vous accueillons aujourd'hui dans cette émission, une émission dénommée Les Baobas, les grandes personnalités en fait, qui ont œuvré, qui se sont démarquées par ce qu'ils ont fait. Et nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup. Si vous pouvez avoir un mot à dire aux téléspectateurs qui nous suivent à pareil instant. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de m'adresser aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, ils sont scotchés devant leur télé pour apprendre encore des nouvelles. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Katungu Furaha Catherine et ceux qui ont été familiers à moi, on m'appelle Kati Furaha. Maître Kati. Je suis Maître Kati Furaha, je suis avocate de profession, j'ai été formée juriste et aujourd'hui je suis ministre de la Culture après un long parcours de 23 ans au sein de la société civile. Oui. Et je participais cela dans l'association de femmes juristes pour les droits de la femme et de l'enfant. Oui. Pour parler de moi en tant que personne, je suis né à Goma. Je suis né à Goma et c'est là où j'ai étudié. Et après mes études, je me suis marié pour venir vivre ici à Butembo. Oui. Donc ma vie professionnelle, je l'ai entamée ici à Butembo. Et c'est partant de ce que je fais à Butembo que j'ai été repéré et recruté maintenant dans la situation politique aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient encore apprendre davantage ce que je suis, j'ai été tout le temps défenseur des droits humains et spécialement les droits de la femme et de l'enfant. Nous avons œuvré pour la reconnaissance des droits des femmes vulnérables et victimes de diverses violations et nous avons accompagné leur dossier au niveau de la justice. Nous avons participé et contribué dans toutes les actions pouvant contribuer à l'amélioration de la condition de la femme. Nous avons été délégués pour aller faire le plaidoyer en faveur de la femme de Butembo et du Nord Kivu, pourquoi pas du Congo, au pays comme à l'étranger. Et nous avons participé à l'émergence de la femme, au leadership féminin dans cette ville de Butembo. Et les paroles, les actions que nous avons menées sont plus éloquentes que ce que nous pouvons peut-être dire nous-mêmes. Mais je suis de l'association des femmes juristes. À partir de cette association, j'ai participé dans beaucoup de plateformes de la société civile. Et puis après, aujourd'hui, je suis dans la société politique où j'ai opté d'aller suivre l'idéologie de Vital Kamerhe, qui est mon autorité morale et qui avait proposé mon nom pour que le Premier ministre Sama Lukonde l'accepte sur sa liste et qui présente cette liste devant le chef de l'État qui m'a nommé, c'était le 12 avril 2021 comme ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Oui. Je suis une mère, j'ai beaucoup d'enfants et j'ai des petits-enfants aujourd'hui. Donc j'ai toute une vie de famille qui est pratiquement normale. J'ai une vie professionnelle qui est celle qu'elle est. Et j'ai une vie sociale. Je suis une femme de la communauté. J'essaie d'œuvrer pour la communauté toute ma vie. Depuis que j'ai été jeune, j'ai grandi toute ma vie, tout mon parcours professionnel. J'étais aux côtés des gens, aux côtés des vulnérables, aux côtés des sans-voix. J'ai contribué avec mon don de moi-même. Donc les dons de moi, mon temps, ma disponibilité, mes atouts et mes capacités, mes faiblesses aussi, je les ai mis à la disposition de la communauté pour que, en me donnant entièrement, la responsabilité que j'ai portée sur mes épaules m'a permis de me sentir très à l'aise et de travailler passionnément pour l'intérêt de la population. Oui, Maître Kati, les gens qui sont en train de nous suivre constatent que vous savez ce que vous faites et vous connaissez ça par cœur. Mais on a aussi besoin de connaître. Vous êtes Kati Furaha, fille de qui sont vos parents? Oh là là, merci beaucoup. Je suis Kati Furaha. Mon père s'appelle Paul Kitakiandungo. Et ma mère s'appelle Kavira Lucy. Ils sont tous décédés. Ils ont été enterrés à Malende. Mon père est pasteur et je suis très fier d'être appelé fille de pasteur.
Parce qu'en tant que fille de pasteur, j'ai reçu une très bonne éducation. L'éducation de respecter les gens, de craindre Dieu et de contribuer, de participer à toute action pour le bien des autres. Oui. Ma mère a été une femme leader dans l'église et je pense que c'est d'elle que j'ai eu cette vocation d'avoir l'attention, l'oreille attentive pour les problèmes des autres parce que je le vis dans ma famille. Mon grand-père, c'était un soignant, un infirmier et ma grand-mère qui s'appelle Nyamouole a été cette femme leader, opératrice économique, mais qui voulait vraiment rester une femme digne aux côtés de mon grand-père. Donc j'ai reçu de ma famille, à partir de mes grands-parents, à partir de ma famille, de mes parents, l'essence de la responsabilité, l'essence de la gouvernance et l'essence des dons de soi-même. Parce que quand on est dans une famille où on vous éduque pour accompagner les gens, on vous éduque pour donner de votre temps aux autres, on vous éduque pour participer, pour contribuer avec ce que vous pouvez avoir comme capacité. Donc, depuis le bas âge et tout le temps, j'ai été éduqué à donner quelque chose, à contribuer à quelque chose. Et donc, mes parents sont décédés, mes grands-parents aussi, et je suis marié, mon mari, il est avec moi, il est en train de m'accompagner. Mes enfants aussi m'accompagnent, sont des universitaires. J'ai un petit enfant qui est aujourd'hui finaliste à l'école secondaire. Donc j'en ai déjà et j'ai des petits-enfants. Donc je suis une femme issue d'une grande famille et je constitue déjà une autre grande famille. Donc pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent déjà savoir que c'est une mère. J'ai fêté mes 50 ans cette année et je suis fier de les avoir atteints. Je remercie mon Dieu de m'avoir soutenu jusqu'ici et de m'avoir donné le courage d'être fier. Oui. Même avec des cheveux blancs, je me sens fier et encore apte, capable pour contribuer tant que je peux encore marcher, respirer, réfléchir et contribuer à quelque chose tant soit peu. Oui, vous écoutez parler, les téléspectateurs comme moi, nous avons besoin de savoir, vous êtes originaire d'où? Une femme qui nous apporte beaucoup de merveilles comme ça, elle est originaire d'où? Oh mon Dieu, je suis originaire, je ne sais pas, je suis de la province du Nord Kivu, je suis une Moussoua Mousoukali, donc je suis de Beni et de Lubero. Donc ma mère est de Lubero et mon père est de Beni, mais moi je grandis ici, j'ai vécu, mon grand-père a été tout le temps ici à Butembo, il y a mes grands-pères qui sont les petits frères de mon grand-père, qui sont enterrés à Misebere, donc moi ma vie ça s'est passé ici à Butembo, et donc je suis originaire du côté de mon père de Bachou et du côté de ma mère de Bayora à Malende. Et c'est là où mes parents sont enterrés, mes grands-parents. Voilà. Excellence, nous avons aussi besoin de savoir. Vous avez fait vos études, vous dites à Goma. Et l'école primaire, vous pouvez nous dire, vous avez fait ça dans quelle école? Oui, j'ai fait l'école primaire à l'EP Maendeleo. C'est l'école primaire de l'église CEBCE. C'était au rond-point Signières pour ceux qui connaissent Goma. Moi, je n'avais même pas fait l'école maternelle. C'est à 6 ans que j'ai commencé l'école primaire et rapidement, c'était en 79. Déjà en 80 quelque chose, j'avais eu mon certificat, c'était à Goma. Et j'ai commencé directement mon école secondaire à l'Institut Maendeleo. Et là, j'ai fait la pédagogie. Après avoir fait la pédagogie, je suis une pédagogue de formation. Je voulais aller faire la psychopéda à Bukavu et c'était à l'ISP. Alors, l'Université libre des pays des Grands Lacs venait d'ouvrir ses portes à Goma et c'était une université des églises protestantes. Alors, mon père étant pasteur, a considéré que c'était une opportunité que leurs enfants, les enfants de pasteurs, puissent accéder à des bonnes universités, à des bonnes écoles. Alors, moi, je suis de la première promotion de la faculté de droit de l'Université libre des pays des Grands Lacs, où j'ai vraiment suivi mon parcours avec beaucoup de satisfaction, d'où je suis provenu licencié en droit public interne et international. Oui, et après c'était vous-même ou c'était votre père? Mon papa a été quand même à la base de mon choix. Je suis ici d'une famille où il y a des filles et des garçons. Dans ma famille, il y a eu des personnes qui ont été victimes de beaucoup de troubles et de beaucoup de violations. Et mon père a considéré que moi, je pouvais jouer un rôle parce que j'ai toujours été courageuse de tout le temps. Je n'ai jamais baissé les bras, j'essaie toujours d'être courageuse et d'affronter les choses en face. Je pense que ça, c'est un défaut. Je n'arrête pas quand je n'ai pas atteint mon objectif. J'essaie un peu d'affronter, de garder une rigueur, d'être cette femme de principe. Et mon père avait crié en moi. Quand je lui disais que je ferais la pédagogie, je vais continuer avec la pédagogie, la science de l'éducation, il avait considéré que je pouvais faire mieux. Il avait crié en moi, il avait pensé que tu peux bien faire en plaidant les causes des autres. Il avait perçu vos capacités. Il avait perçu peut-être cela et c'est pourquoi je vénère mon papa.
Je le vénère tellement parce que lui, il avait cru en moi. Et il disait aux gens, celle-ci sera une très grande dame. Et je suis grand, j'ai évolué, j'ai été forte de cela. C'était une bénédiction de la part de une votre bénédiction père. de la part de mon père depuis que je grandissais. Alors je n'ai pas refusé. Dans un premier temps, quand on a commencé l'université à l'ULPGL, c'était les enfants des diplomates, les enfants des ministres, les enfants qui avaient étudié sous autres cieux, qui parlaient un français parfait, qui sont venus étudier avec nous. Oui. Alors les jours que nous avons commencé, nous on faisait le test. Parce que nous on commençait à faire les tests avant que même les résultats ne sortent. Alors il fallait avoir 65% pour accéder. Alors que nous, on a commencé à faire les tests avant que les résultats ne sortent. Moi j'avais eu mes 62% à l'examen d'État, mais comme ce n'était pas encore sorti, j'étais obligé de faire le test. Alors les jours du test à l'université, c'était avec anonymat, on ne pouvait pas présenter les noms, mais au moins il y avait des codes. Oui. On a fait les tests, c'était la rédaction, c'était la dissertation et la culture générale. Alors j'avais répondu pour la dissertation, j'ai essayé de rédiger parce que je venais juste de faire mon examen d'État. Alors, vous avez une mémoire où vous j'avais encore, je me souvenais encore de beaucoup de principes, de beaucoup de règles par rapport à l'écriture. Et je suis rentré parce qu'on faisait l'examen un seul jour. Je rentre à la maison, le lendemain, on devait venir voir les résultats. J'arrive, je suis affiché, j'avais 11,5, lorsque les premiers avaient 13,5, et entre nous deux, il y avait quelqu'un qui avait 12,5. Donc j'étais la troisième. D'ailleurs, je vais vous dire que celui qui a été le premier est décédé la semaine passée. Il avait mon âge, Patou Mourouka, paix à son âme, je ne peux pas l'oublier parce que c'était quelqu'un qui me disait, vas-y, on peut essayer encore. Alors moi, quand je suis venu, j'ai vu mes résultats. Je suis allé voir l'appariteur. Je lui dis, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Pourquoi? Parce que j'avais peur des gens qui parlaient un français parfait. Je pensais que ça ne pouvait pas être moi qui pouvais être classé troisième lorsqu'il y avait ces gens qui sont venus de l'école belge et tout, et qui n'avaient pas atteint le point que j'avais eu. Alors c'était le jour que j'ai commencé à avoir confiance en moi-même. Je me suis dit donc, on ne peut pas être impressionné par le fait qu'il y a des gens qui parlent peut-être parfaitement, qui ont une bonne diction, mais peut-être ils savent parler sans savoir rédiger ce qu'ils ont sorti de leur bouche. Comme des perroquets. Comme des perroquets. Alors j'étais quand même confiante. Je me suis dit, ah donc on peut quand même espérer quelque chose dans cette histoire. C'était une aventure et je me suis lancé. Je me rappelle, je disais à mon père, ah, ça paraît difficile parce que là-bas, il y a un français compliqué. Et mon père me disait, toi, tu as étudié, tu as eu ton diplôme, tu as étudié dans quelle langue? Donc, pour montrer à mon père que lui, il banalisait toutes choses. Il disait que non, ce que tu as fait jusque-là, tu peux encore le faire là où tu peux aller. Et donc, j'ai été forte de cela, motivée. Et je pensais que je pouvais quand même réaliser ces rêves de mon père. Et c'est devenu mon rêve, finalement. Et voilà que je suis là où je suis parce que j'ai travaillé, j'ai été inspiré par le courage de mon papa. J'ai vu les autres dans un parcours brillant et moi j'ai pris mes ambitions en main et j'ai pris mon courage et les petites capacités que j'ai pu obtenir pour être ce que je suis aujourd'hui. Il y a d'autres formations que vous avez suivies à part le droit que vous avez fait à l'université? Oui, nous avons, dans mon parcours de la société civile, j'ai eu beaucoup de formations. Parce que la société civile nous forme. Ça nous forme à la gouvernance, ça nous forme à la gestion, ça nous forme à l'environnement, ça nous forme à la conception des projets et j'en passe. Et j'ai eu beaucoup de formations au pays comme à l'étranger. J'ai eu des brevets par-ci par-là. Avec la technologie et l'histoire de l'informatique, nous avons aussi appris l'informatique. Mais j'ai beaucoup appris, moi, c'est la question de la conception de projets. Le suivi, la planification, j'ai appris vraiment cela longtemps. Mais j'ai appris aussi sur le leadership féminin, sur le leadership en général. Et moi, j'ai focalisé beaucoup plus sur le leadership féminin. J'ai également appris des questions de la sécurité. Donc, on nous a appris sur les techniques de plaidoyer, mais aussi de la sécurité. Comment nous sommes défenseurs des droits humains. Comment nous pouvons nous sécuriser, mais sécuriser aussi les gens avec qui nous sommes en train de travailler et les gens pour qui nous travaillons. Et donc, j'ai été formé régulièrement. J'ai été formé dans les questions d'enquête. J'ai été formé avec le barreau, l'ABA, donc l'association des barreaux américains. J'ai été formé aussi avec les avocats sans frontières, qui nous ont appris quand même beaucoup de techniques de plaidoyer, des techniques de la plutoire. Donc j'ai essayé quand même de recevoir des formations qui m'ont construit. Donc je suis construite d'abord, formée comme pédagogue à l'école secondaire, le parcours universitaire, un parcours de juriste.
Et puis, dans la vie professionnelle, j'ai eu beaucoup de formations et j'ai appris même dans la vie sociale un peu de mode. J'ai appris aussi un peu de techniques de beauté et tout. Donc, j'ai touché quand même à beaucoup de choses parce que c'est question de droit. Oui. Les droits, nous devons les avoir, nous devons les exiger et nous devons les pratiquer parce que c'est un acquis. Oui. Voilà, j'ai eu beaucoup de formations et je suis en mesure donc, moi, d'élaborer des projets. Oui. Je travaille sur l'élaboration des projets. Moi, je suis en mesure d'accompagner, de faire la planification, de faire les suivis. J'ai fait des audits et des évaluations des projets parce que j'ai appris cela. Oui. J'ai appris à faire une procédure. J'ai appris à travailler, à faire des animations, des conférences. J'ai appris à animer, à encadrer les groupes. J'ai appris à faire des rapports. Je peux faire des rapports parce que j'ai participé même à la rédaction des rapports alternatifs. J'ai participé aux procédures pour la ratification des conventions. J'ai participé à l'élaboration des lois. Comme société civile, nous avons contribué à l'élaboration de la loi sur la protection contre les violences sexuelles, mais aussi sur la loi protégeant les enfants. Oui. En tant qu'actrice de la société civile, nous avons contribué activement à l'élaboration de ces lois. Donc j'ai été quand même présente à ce genre de choses. Nous avons discuté, nous avons participé à l'élaboration des plans d'action, par exemple, pour la résolution 1325 et pour beaucoup d'autres résolutions. Oui. J'ai participé à des activités avec le ministère de genre, à des activités avec les commissions de la paix, pour la paix. Et d'ailleurs, j'ai été nommé commissaire national aux droits de l'homme. C'était pendant le gouvernement de 1+4 où nous avons été commissaires aux droits de l'homme dans l'Observatoire national des droits de l'homme. Lorsqu'il y avait la CI, à l'époque, elle sait qui est la CNI actuelle, nous étions de l'ONDH qui est aujourd'hui la CNDH. Donc nous avons quand même un parcours où nous avons fait notre travail en tant qu'avocate, nous avons fait notre travail en tant que défenseur des droits humains, nous avons fait notre travail d'accompagnement au niveau des instances judiciaires et des instances compétentes qui puissent exister pour que les femmes pour qui nous avons travaillé puissent quand même acquérir leurs droits. Et nous avons participé à des travaux d'élaboration, à des travaux de plaidoyer et à des travaux de gouvernance. Et voilà, aujourd'hui, avec ces parcours-là, nous avons été repérés. Et aujourd'hui, nous sommes une femme politique. Nous sommes en train de travailler. Je suis de l'UNC, qui est l'Union pour la nation congolaise. Oui. C'est un grand parti dans ces pays. Et je profite pour remercier d'ailleurs l'autorité morale de mon parti, parce que c'est lui qui a créé en moi. Il a cherché à avoir des informations sur les femmes qui peuvent être aptes à participer à la gestion de la chose publique et il a jeté son dévolu sur ma personne. Il a vu, il m'avait pas contacté d'emblée. Nous avons été en contact dans beaucoup de conférences avant, mais pour la question de me pointer comme actrice dans la gestion des pays, il a vu un peu mon parcours sur Google. Il a cliqué, il a écrit mon nom et il a vu. Apparemment, ça lui a marqué et il a cherché à me contacter. Et moi, j'ai été spontané parce que j'ai pensé que c'était le moment de faire quelque chose, d'aller contribuer. Nous avons enseigné longtemps les jeunes femmes, les femmes qui étaient ambitieuses. Nous leur avons dit que non, il est grand temps et c'est un droit. Nous devons participer. Alors, enseigner aux autres, il faut aussi être un modèle. Et j'ai pensé que c'était une opportunité. Voilà qu'aujourd'hui, je suis fier quand même de participer, de contribuer à l'émergence de la gente féminine dans notre pays. Oui, maître, vous allez me comprendre, on est habitué à vous appeler maître Ekati. Oui, et ça me fait plaisir que vous m'appeliez maître. Dans la défense des droits des femmes ou même dans la défense sur les plans judiciaires, vous avez eu à faire beaucoup de choses, mais en ville de Butembo, nombreux vous connaissent pour la défense des personnes violées. Pourquoi nombreux vous collent cette étiquette? Oui, c'est quand même une longue histoire. Nous avons accompagné beaucoup de dossiers au niveau de la justice. Notre cabinet, c'est un cabinet comme tous les autres cabinets. Nous recevons tous les dossiers civils comme les dossiers pénaux. Nous essayons un peu d'accompagner tous les cas au niveau de la justice. Mais lorsque nous avons fait notre combat comme défenseurs des droits humains et spécialement défenseurs des droits de la femme, effectivement, nous avons rencontré beaucoup de problèmes liés à la situation des femmes en tant que femmes. Et c'était parce que nous avons longtemps vécu dans la guerre. Les femmes ont été victimes de beaucoup de violations, beaucoup d'affres de la guerre. Et les plus criants, c'est les questions de violences sexuelles et violences basées sur le genre. Alors nous avons pensé qu'il était grand temps
qu'on parle de cette histoire parce que ça paraissait toujours comme un tabou. On essayait de montrer que c'est une histoire qui ne peut pas se parler. Parce que même dans la loi, c'est parce qu'il y a eu évolution. Mais dans la loi, on essaie un peu de limiter, on essaie un peu de montrer que seules les femmes, les femmes pouvaient être violées et que les hommes peut-être ne pouvaient pas être victimes de violences sexuelles. On pouvait dire que non, une femme peut-être de 15 ans, c'est une femme adulte qui peut se marier alors que aujourd'hui avec la loi qui protège les enfants, vous direz c'est que quelqu'un se marie quand il a atteint la majorité. Et aux côtés de cela, beaucoup de femmes n'ont pas accédé aux études et elles étaient exposées aux violences et dans la famille, au champ, sur la route. Partout, elles pouvaient se retrouver, sont exposées aux violences et personne ne pouvait en parler. Alors nous avons animé, nous avons été formés d'abord et puis nous avons animé le fait que les gens devraient briser le silence. Et c'est ce que moi je fais avec les autres évidemment dans un cabinet. Nous avons pris ces combats à bras le corps. Et nous avons estimé que si nous ne plaidons pas à la cause de la femme, nous en tant que femmes, d'autres gens ne le feront pas. Nous nous sommes engagés. Ça a été avec passion que nous avons pris ce travail en main et nous avons eu des gens qui nous ont écoutés et qui ont accepté de nous accompagner, de nous soutenir. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit avec fierté que ce travail à côté de victimes de violences sexuelles, nous l'avons fait gratuitement. Parce qu'il y avait des gens qui pouvaient payer les frais de justice et qui pouvaient nous permettre, nous, de faire ce travail avec passion, avec tout notre cœur et notre amour, en faveur de ces femmes qui avaient le plus besoin d'accéder à la justice. Ainsi, nous avons accompagné beaucoup de cas. Et aujourd'hui, on nous connaît comme ça, la femme qui accompagne les victimes de violences sexuelles. Moi, je pense que c'est vraiment un succès. Je le prends comme un succès. C'est vraiment le summum de ce que j'ai fait comme travail. Et quand j'essaie un peu de comparer, c'est dans ce travail que je me suis retrouvé utile. Parce que moi, j'ai plaidé la cause des sans-voix. J'ai plaidé la cause des personnes marginalisées, des personnes oubliées, des personnes piétinées. Donc, je pense avoir joué mon rôle et ça s'était arrivé à point nommé parce que c'était quand on pouvait vouloir que les femmes disparaissent sur la scène. Et la guerre, parce que ça a été utilisé comme une façon de... comme une sanction politique, comme pour dénigrer les hommes qui sont dans la politique. Voilà que c'est un crime de guerre, les violences sexuelles. Et nous avons été forts des lois internationales pour que ces crimes ne puissent pas continuer. Et voilà pourquoi nous sommes entrés dans le combat, nous avons été formés, nous avons participé à des grandes conférences pour que ça cesse, que les femmes brisent le silence et que les violences s'arrêtent. C'est pourquoi même le gouvernement a été interpellé par les Nations Unies pour qu'ils prennent des mesures afin qu'il y ait la tolérance zéro. Qu'on n'accepte pas qu'il y ait des gens qui puissent piétiner la dignité de la femme. Et donc moi je suis fier d'avoir participé aux côtés des autres femmes, mais aussi aux côtés des autres hommes. Parce qu'il y en a des hommes quand même épris de la justice qui ont considéré que c'était réel et c'était de fait de justice qu'on puisse effectivement accompagner les femmes et qu'elles soient traitées et considérées comme des êtres humains au même titre que les hommes. Voilà pourquoi je pense que ça ne me gêne pas qu'on dise que la femme, l'accompagnatrice des femmes violées, je ne voudrais pas qu'on les prenne comme une sorte de marque de scandale, mais comme une sorte d'un combat, d'un engagement aux côtés des personnes qui avaient le plus besoin de ces soutiens pour sortir de leur situation et être actrices de leur destin. Oui, maître, vous avez beaucoup de réalisations, vous avez parlé, vous avez dit que vous avez travaillé dans la société civile, vous avez aussi travaillé comme juriste et vous l'êtes peut-être toujours, mais je voudrais quand même qu'on parle de vos réalisations au niveau du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Qu'est-ce que les gens qui nous suivent peuvent retenir de ce que vous avez réalisé à ces ministères? J'ai réalisé beaucoup de choses. Et quand je dis c'est les réalisations suivant les programmes du gouvernement. J'ai fait tout le travail comme société civile. Mais dans ce travail de société civile, j'apprenais la question de la gouvernance. Alors quand j'ai été nommé comme ministre de la Culture, Art et Patrimoine, c'était d'abord comme une sanction. Les gens se disaient pourquoi on te donne un ministère de la Culture, un ministère qui se charge seulement d'enterrer le musicien. Comme qui dirait que la question de la culture, c'est seulement la question de la musique. Alors quand je suis arrivé là-bas, je me suis donné l'obligation d'animer ces secteurs. En plus d'être ce secteur de la détente, ce secteur qui accompagne les gens dans la réjouissance, c'est un secteur purement scientifique, très scientifique et intellectuel. Parce que là-bas, on parle de la tradition, on parle de l'histoire, on parle de l'archéologie,
on parle du patrimoine, on parle de l'art, on parle de la culture en tant que valeur, on parle de la culture en tant que richesse, en tant qu'identité. Et donc c'est la base, c'est la construction même de l'être humain. Et je me suis mis vraiment à animer ce secteur. Et je remercie d'ailleurs en passant, vous les gens de médias, vous les gens de la presse, parce que vous m'avez accompagné à faire la valorisation de ces secteurs. Donc des réalisations que nous avons fait, c'est d'abord l'animation, la révalorisation de ces secteurs, de la culture, ressortir ce qui est réellement la culture, ce qui est réellement l'art et le patrimoine. Parce qu'avant, mon secteur, c'était seulement culture et art, mais aujourd'hui, c'est culture, art et patrimoine. Parce que la question du patrimoine vient ajouter vraiment une valeur importante dans ces secteurs aussi importants. Parce que quand on parle du patrimoine, donc on essaie un peu de voir ce qui a trait à notre identité, à nos traditions, comment nous les pérennisons et nous les gardons pour les générations à venir. Et donc, c'est un secteur important. Alors, dans les réalisations effectives, quand nous sommes arrivés aux affaires, il y a eu déjà beaucoup de choses qui étaient faites. Nous sommes allés faire notre premier voyage. Nous avons été envoyés par le chef de l'État pour aller découvrir la route des esclaves. Donc la question des afro-descendants, déjà, nous l'avons remis sur la table de discussion. Je suis allé accompagner des collaborateurs au Panama pour aller rencontrer les gens qui sont partis de Moanda, c'est dans le Bas-Congo, qui sont allés de Moanda vers le Panama, où j'ai trouvé une ville qui s'appelle Portobello. Là où il y a des gens qui ont gardé leur identité congolaise. Ils sont restés des Congolais. C'est une population de plus de 950 personnes, mais qui ont gardé les cultures, les coutumes de chez nous, de Moanda, et qui savent qu'un jour, ils reviendront pour aller voir là où leurs ancêtres étaient enterrés. Ça, c'est déjà l'ouverture de ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. En dehors de Panama, nous sommes allés au Mexique, où nous sommes allés participer à l'activité de Mondial Culte. Il y avait déjà 42 ans passés, il n'y avait jamais eu de revue de la question de la culture au monde. Quand je suis arrivé aux affaires, Mondial Culte, l'UNESCO a remis cela, les recommandations d'il y avait 42 ans, et nous avons participé à la grande conférence. J'ai pris une grande parole et des grands engagements au nom de la République et pour que la culture soit considérée comme un patrimoine commun de l'humanité. Après là-bas, nous sommes allés au Cuba participer à des conférences avec d'autres pays, plus la Chine. Là-bas, partout, nous sommes en train de participer à la question de la restauration, de la sauvegarde et de la protection du patrimoine. Alors, en dehors de ça, nous sommes arrivés quand la rumba a été déclaré comme patrimoine immatériel de l'UNESCO et nous avons été fiers d'être là quand ça s'est réalisé parce que c'est un long parcours, mais à notre arrivée, le processus a pris fin et on a été proclamé comme propriétaire de la rumba. Et moi, comme ministre de la Culture, qu'est-ce que je fais de ça? Le chef de l'État étant un grand culturel, nous l'appelons le maître des arts et des lettres. Alors, il est tellement culturel qu'il a pensé que comme nous venions de perdre un grand précurseur de la rumba, Papa Wemba, il a estimé que nous devrions quand même chercher à acquérir la résidence de Papa Wemba et que nous en fassions un musée. C'est le musée de la rumba et que j'ai fait accompagner d'un grand calendrier. Alors à côté de ça, il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées. Pour Butembo, on a fait beaucoup de choses. Pour la province, on a fait beaucoup de choses. J'ai eu à recevoir le roi. Les rois de la Belgique, parce que nous sommes dans le processus de la restitution des biens culturels qui avaient été emportés, qui avaient été spoliés. Et ça, c'est un processus qui a commencé, une ouverture d'une coopération bilatérale avec la Belgique. Alors, nous avons commencé déjà le processus, mais quand le roi belge est arrivé, c'était pour nouer encore de nouveau une relation, et il est venu avec un masque qui s'appelle masque Sukukakungu, qui démontre la valeur de notre culture, la valeur de notre tradition, qui s'exprime dans le masque, où les hommes et les femmes sont appelés à être ensemble pour contribuer à la construction du développement. Et donc le processus a commencé et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Mais à côté de ça, vous n'allez pas oublier que votre maman, parce que moi je suis votre mère, que je suis déjà inscrite dans l'histoire de ces pays, parce qu'après 61 ans, nous avons finalement enterré le héros national Lumumba. Je suis allé accompagner les autres membres du gouvernement, le Premier ministre lui-même, mais en tant que ministre de la Culture, c'était dans mon domaine que nous allions récupérer la dépouille de notre héros national et qu'enfin les deuils puissent se clôturer parce qu'on devait l'enterrer avec honneur chez nous. C'est vraiment géant ce que nous avons fait. Mais pour la ville de Butembo, par exemple, nous avons parvenu à faire inscrire beaucoup de questions dans la loi des finances en 2022 comme en 2023, où nous avons commencé avec un festival de l'espoir. C'est un grand festival que nous commençons à organiser désormais, où nous avons fait des détections d'état
talents et nous avons organisé un concours et ça évolue. Et à côté de ça, nous avons mis la ville de Butembo en contact, en jumelage avec les autres villes de l'Italie et d'ailleurs dans le monde. Nous voilà que fort de toutes ces réalisations-là, nous avons encore été en mesure de faire inscrire la construction des centres culturels modernes en ville de Butembo. Et ce n'est plus un secret, vous passez à Lusando, les travaux ont commencé, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus une histoire de fiction, c'est une réalité parce que ceci se trouve être inscrit dans le projet phare du gouvernement des 145 territoires. Mais ce n'est pas seulement à Butembo parce que je ne suis pas ministre de la ville de Butembo. Je suis la ministre de la République démocratique du Congo, mais lorsqu'il y a des avantages reconnus aux membres de la communauté, la ville de Butembo n'est pas en reste. Et nous sommes fiers de l'avoir fait avec passion et nous sommes fiers de voir que les gens commencent à s'approprier petit à petit notre secteur de la culture. Et les gens sont fiers aujourd'hui d'en parler parce que je suivis dans une émission télévision et télévision radio, on a interviewé un ancien ministre, j'étais son nom, on lui disait si aujourd'hui tu revenais aux affaires, quel est le secteur qui t'intéresse? Sans hésiter, elle a dit j'aimerais travailler dans le secteur de la culture. Je me suis dit oh donc j'ai été une bonne animatrice de ce secteur-là et je suis fier parce que je le fais passionnément et je pense que tout le monde devait d'abord reconnaître la place de la culture parce que c'est la place de la construction. Ce sont les gens qui sont construits au niveau de la culture qui peuvent aller être animateurs des autres secteurs de la vie pour produire, pour contribuer à l'émergence de la population de notre pays. Oui, on pouvait aussi introduire la question des difficultés, mais faute de temps, on peut directement passer à la question de votre ambition pour l'avenir. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir, vous, en tant que Catherine Katungu Fura? L'ambition, je ne sais plus le moment de parler de l'ambition. En tant que Catherine Fura Katungu, je suis venu aujourd'hui, pas pour parler de mon travail, mais pour demander le voix des électeurs dans ma ville de Butembo. J'ai tous ces parcours que je viens de présenter et ces parcours, c'est ça ma force. Je pense être une bouche autorisée pour parler, pour porter les problèmes de la population de ma ville. Parce que j'ai tous les atouts pratiquement nécessaires pour qu'un bon député puisse aller plaider les causes de sa population, les causes de sa base. Parce que je suis juriste formé, on sait qu'à l'article 100 de la Constitution, le rôle d'un député, c'est lequel? Le député a le rôle de représenter sa population, de légiférer et de contrôler le gouvernement. Et donc, moi, je pense avoir tous ces atouts pour le faire. Je suis une femme capable de réaliser quelque chose, de contribuer à l'émergence, à l'évolution, au développement de notre pays, mais aussi à faire connaître les problèmes de ma population et de ma base. Parce que je suis cette femme engagée de tout le temps. J'ai toujours plaidé la cause de la femme dans notre pays. J'ai toujours plaidé la cause de la population de notre province. Nous avons commencé à parler de la problématique des guerres et de la problématique de sécurité dans notre pays et dans notre parti. Si vous essayez un peu de voir nos interventions dans le monde, aux États-Unis, comme en Europe, comme en Asie, partout, nous avons plaidé la cause pour la paix et la sécurité dans notre pays. Vous allez en Google, vous cliquez seulement, vous cherchez les informations sur la paix, FJDF avec la paix, Madame Katungu, réalisation. Vous allez voir comment on a commencé à plaider pour ces pays depuis des années. Et donc aujourd'hui, si nous considérons que nous pouvons le faire de la manière la plus politique, nous pensons avoir vraiment les éléments et l'argument à présenter. Comme législateur, je suis juriste. J'ai participé, j'ai contribué à l'écriture, à la conception de certaines lois. Je pense que je peux mettre ma connaissance en contribution pour qu'on fasse encore de bonnes lois. S'il y a des lois qui peuvent être amendées, je pense peut-être avoir un peu d'atout, un peu de capacité pour y contribuer. Il y a la question des contrôles du gouvernement. J'ai été contrôlé tout le temps en tant que responsable des organisations de la société civile. J'ai été contrôlé, j'ai reçu des audits, on est venu voir les projets que j'ai élaborés, les projets que nous avons développés, que nous avons exécutés, on est venu contrôler. Donc j'ai reçu des audits, j'ai l'expérience en cela, j'ai été formé aussi pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la façon de gérer. Je suis ministre aujourd'hui, j'ai été invité à répondre à des questions orales au niveau du Sénat. J'ai présenté la situation, j'ai essayé un peu de démontrer comment est-ce que j'étais en train de travailler correctement et les difficultés que j'avais rencontrées dans mon parcours. Et donc, je connais comment ça se passe.
Je pense que être la meilleure candidate pour bénéficier de voix de ma base afin que j'aille réaliser ceci avec légitimité. Parce que je l'ai toujours fait parce que c'est ma passion, parce que c'est mon engagement, c'est ma détermination. Mais j'aimerais le faire parce que la population croit à mes capacités, mais croit aussi à la réalisation, à la contribution de leurs filles, comme ils ont toujours cru à la contribution de leurs fils. Il n'y a plus de filles et de fils, nous sommes tous des Congolais et nous avons tous le même droit. Les femmes aussi peuvent faire quelque chose. Et puis je suis une femme. Nous sommes les grands nombres. À chaque fois qu'on fait passer les hommes sans faire passer les femmes quelque part, c'est une insulte par rapport au travail que nous avons fait tout le temps. Nous avons essayé de démontrer que les femmes étaient capables. Nous venons de travailler aujourd'hui et montrer qu'effectivement, nous sommes en mesure de faire des choses pour la fierté de notre pays, de notre communauté, pourquoi pas, et de la gente féminine. Donc les femmes pouvaient nous faire confiance. Si les hommes peuvent refuser de voter pour les femmes, mais les femmes pouvaient quand même être honteuses de ne pas voter pour leurs homologues femmes. Et donc moi, c'est l'appel que je suis en train de faire aux femmes. C'est un défi que nous avons à relever. Obligatoirement, il faut qu'il y ait des femmes qui accompagnent les hommes pour que le pays puisse être un pays digne. Le chef de l'État lui-même, c'est un exemple. Il est l'exemple. D'ailleurs, je suis derrière lui parce que lui aussi, c'est un candidat. Je suis derrière le chef de l'État qui porte le numéro 20. Il me connaît, c'est lui qui a nommé la personne de Katungu dans ses gouvernements ici. Il est venu 2 fois, 3 fois, on l'a accueilli ici. Il connaît les enfants d'ici qui travaille avec lui, qui collabore. Et donc, si nous lui parlons, aujourd'hui, c'est aussi un autre atout. Nous lui parlons, nous avons quelqu'un qui peut nous écouter. On a parlé, les gens ont travaillé. C'est pas toujours suffisant. Tant qu'il y aura la paix, tant qu'il y aura les victimes de diverses violations, tant qu'il y aura le chômage, tant que nous n'accédons pas facilement à l'eau, nous ne savons pas avoir des routes praticables, tant que nous ne savons pas avoir l'électricité, ce sont des problèmes. Si on nous les donne, ça ne sera pas une faveur. C'est un droit et nous avons besoin que nous puissions bénéficier de tous ces droits, de tous les avantages reconnus à tous les Congolais au même titre. Et donc, avec toutes ces capacités, avec toute cette volonté, cette motivation, la légitimité serait la chose qu'on devait nous donner pour que nous puissions participer et contribuer correctement à l'émergence, mais à la reconnaissance et à l'accompagnement et à bénéficier des acquis de la gouvernance au même titre que tous les Congolais de la République. Oui, maître, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission, mais nous avons un problème de temps. Le temps nous est imparti. Voilà pourquoi nous allons devoir arrêter l'émission par ici. Peut-être votre mot de la fin avant que l'on close. Vraiment, c'est une opportunité que vous venez de m'offrir. De faire un portrait, c'est pas facile. Hein. Se présenter, c'est toujours facile que quelqu'un vous présente. Mais quand vous le faites vous-même, il y a certainement des choses que vous ne savez pas dire. Mais je suis une femme de Butembo, je suis une mère, une défenseur des droits humains, mais aujourd'hui une femme politique. Et je voudrais assez que, avec les atouts et ma volonté, que je puisse bénéficier de la légitimité de ma base pour aller représenter, parler valablement de la situation de ma contrée aux côtés des autres députés, parce que Butembo sort toujours 4 sièges. J'aurais besoin que parmi les 4, que je figure quand même parmi les 4 pour contribuer efficacement, parce que la voix des femmes compte aussi. Et je porte le numéro 7. Quand les gens vont aller aux urnes, c'est d'ici là, le 20 décembre, les gens sont appelés à aller faire leur vote. J'invite les Congolais de Butembo, les hommes comme les femmes, à oser avec les femmes, à donner 2 voix à Madame Katungu Catherine. Ils n'auront pas perdu leur temps. Parce que j'aurai à faire un contrat social avec mes électeurs, un contrat social avec ma base, ma population. Maintenant là, ce n'est plus le moment de chercher les baptêmes ou de chercher à séduire les gens. C'est le moment de vous rappeler, parce que les gens ont fait beaucoup de travail. Nous avons des états-majors. Il y a des gens qui se sont décidés à nous accompagner, que nous remercions d'ailleurs de vive voix. Mais nous avons besoin aujourd'hui de voix, qu'on nous donne de voix. Et c'est après avoir été élus, lorsqu'il y a ces résultats-là, que nous allons venir pour dire, chargez-nous maintenant. Donnez-nous vos cahiers de charges pour que nous allions les présenter à qui des droits, afin que nous puissions être utiles à notre contrée et que nous puissions bénéficier de ce qui nous revient de droit. Donc c'est le contrat social. On ne peut pas payer les votes. On ne peut pas acheter le vote des gens. Nous avons besoin que les gens nous portent dans leur cœur et qu'ils acceptent de oser avec les autres acteurs. On a besoin de participer à cette nouvelle classe politique où les femmes et les hommes conjuguent leurs efforts pour atteindre les résultats qu'ils se sont fixés. Voilà, j'appelle les gens à aller voter. Le 20 décembre, déjà, nous venons d'avoir la lettre de la ministre du Travail et Prévoyance sociale qui nous dit que il n'y aura pas de travail ces jours-là. Les gens sont appelés à aller voter. C'est une journée qui est chômée, mais qui sera payée pour les gens qui travaillent pour l'État. Tout le monde est donc invité à aller participer aux élections, à aller massivement pour nous donner leur voix. Et je serai très heureuse de quitter Butembo avec une voix et d'aller participer à l'hémicycle, aller contribuer et porter haut la
voix de la ville de Butembo. Maître Cathy, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation favorablement et merci aussi d'avoir parlé à la population de Butembo qui avait soif de connaître qui est Catherine Katungu-Fura et qui visiblement vient d'avoir toutes les réponses qu'il fallait. Merci. Et chers téléspectateurs, vous avez compris les contextes dans lesquels nous tournons cette émission. Ce n'est pas un contexte habituel, mais comprenez que nous tournions cette émission dans ces contextes. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci aussi à tous ceux-là qui nous ont accompagnés dans le tournage de cette émission. Et on se retrouve dans une prochaine émission. Ciao.